Donc, ici, nous allons voir la déclaration de revenus du Québec, le TP1D. Et je vais vous montrer la structure et les étapes pour préparer cette déclaration. Et d'ailleurs, ça je l'ai dit la dernière fois, dans toutes les déclarations, qu'ils soient Québec ou fédérales ou provinciales, il y a le formulaire de déclaration, il y a les annexes. D'accord? Parfois, on vous demande d'aller calculer le crédit d'impôt dans un annexe ou bien dans une grille. Et le résultat, vous allez le mettre dans une case bien précise. Ici, tout ça, on va le voir ensemble. Donc, pour la première partie, toujours l'étape 1, c'est le remplissage des renseignements, informations personnelles. Donc, regardez ici, toujours, il vous réfère au guide. Vous voyez, le guide, c'est celui-là, le guide, ça ne sera pas long. J'ai déjà déposé le guide avant même notre première rencontre. Donc, ça, c'est le guide de déclaration 2020, donc 116 pages. Et pour chercher, par exemple, si je reviens ici, on va le voir après comment utiliser le guide. OK? Donc, vous mettez les informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, français, anglais comme langue de préférence pour la correspondance. Le genre, est-ce que c'est masculin, féminin, adresse au complet, numéro d'assurance sociale, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, nous l'avons déjà vu. Donc, statut de résidence fiscale, etc. Renseignements sur conjoint ou conjointe. D'accord? Les mêmes informations. Et l'étape suivante, c'est le calcul du revenu total. Le revenu total. Et comme vous pouvez le voir ici, manuellement, quand vous allez le remplir, quand vous allez remplir la première page, vous allez toujours voir, regardez ici, on vous dit par exemple revenu d'emploi, case 1, vous allez à la case 1. Attendez, je vais vous chercher les case 1, voilà. Vous voyez, donc ici, par exemple, case 1, revenu d'emploi. Donc, case 1, on va vous demander d'aller chercher ce montant-là et l'inscrire ici. D'accord? Vous avez aussi d'autres cases comme case H pour RQAP, case B pour RRQ, etc. Donc, si vous allez le faire manuellement, eh ben, vous allez juste suivre quelle case on vous demande d'aller utiliser le montant qui se trouve dans cette case-là. Vous avez case A, B, C, par exemple, case A, revenu d'emploi. Case B, la cotisation que vous avez cotisée au régime de retraite du Québec ou Régie de Québec, Régie de rente du Québec. Vous avez la cotisation à l'assurance emploi durant l'année d'imposition. Vous avez aussi régime pension agréée, impôt Québec, cotisation syndicale. Vous voyez, donc il y a des cases qui portent des lettres, donc alphabétiques. Pour le fédéral, c'est numérique. On va vous demander de chercher là, la case 14, la case 22, la case 17, la case 52, 26, etc. D'accord? Donc, vous avez ici, par exemple, commission, vous avez pourboire reçu et beaucoup de choses. Pour le fédéral, je vais vous montrer le fédéral. Par exemple, l'équivalent de relevé 1, c'est le T4. Oui, il y a des chiffres. On va vous demander d'aller remplir la case 14, la case 22, qui est l'impôt, régime assurance emploi 18, cotisation syndicale professionnelle 26, etc. D'accord? Donc, on retourne ici. Donc, on remplit les cases pour revenu d'emploi et aussi pour les autres
Si par exemple, on vous demande, regardez ici, on dit autre revenu d'emploi. Okay? La case 106, si on va aller au guide, ici le guide, elle est là. On va aller chercher 106. 106. 5. Autre revenu d'emploi. Attendez, vous voyez, c'est autre revenu d'emploi. C'est 7, 107 ici. OK? 106, c'est juste le code. Et vous allez voir quels sont il y a le pourboire non déclaré sur le relevé 1. Vous allez mettre le code 01 dans la case 106, prestation d'assurance salaire, etc. etc. D'accord? Et pour chaque type de revenu d'emploi, vous aurez quelques explications pour le comprendre. Vous avez la prestation d'assurance parentale, donc on l'a vu dans la déclaration du Québec, du fédéral la séance passée. Les prestations que vous recevez, les prestations de pension, soit de la Régie de rente Québec, soit du régime de pension du Canada. Vous avez des prestations du régime de retraite, etc. Tout ça, je ne vais pas le détailler. Et si vous avez des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, c'est les revenus financiers. Revenus de location. Donc, revenus de location, c'est si vous avez des locations, des revenus qui proviennent des immobilisations que vous louez, qu'ils soient immobilisations ou actifs mobiles. Gains en capital, pensions alimentaires reçues. D'accord? La dernière fois, on a dit qu'il y a quelques conditions. Il y a celui qui paye la pension alimentaire, il va les mettre dans les déductions, et celui, surtout conjoint, ce n'est pas la pension alimentaire pour enfants, mais c'est pour conjoint. Pardon. Prestation d'assistance sociale, c'est le bien social. Relevé 5, case A. Il y a aussi, si vous vous rappelez, des autres revenus lors de l'apparition de la pandémie COVID-19, donc prestations canadiennes d'urgence, etc., etc. Il y a aussi le revenu net d'entreprise. Si vous exploitez une entreprise, vous allez préparer votre chiffre d'affaires et préparer vos dépenses. Chiffre d'affaires moins dépenses, ça va vous donner le revenu net de l'entreprise. D'accord? Donc, le total de ces cases-là, ça donne la ligne 199. D'accord? Ça donne la ligne 199 qui est le revenu total. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc, une fois nous avons calculé le revenu total, eh ben, il faut calculer comment dirais-je, les déductions. D'accord? Il faut déduire de ce revenu total quelques déductions pour calculer ce qu'on appelle le revenu net. Parmi ces déductions, il y a ce qu'on appelle déduction pour travailleurs autonomes. Donc, déduction pour travailleurs autonomes, pardon, déduction pour travailleurs, pas travailleurs autonomes, déduction pour travailleurs, il y a une petite grille pour le calculer. La grille, je vais vous la montrer, elle est là. D'accord? Ça, c'est la grille. Je l'ai déjà déposée avant même qu'on se voit pour la première séance. Donc, chaque grille, il a un numéro. Par exemple, pour déduction pour travailleurs, il y a la grille de 101. On prend les revenus d'emploi qui se trouvent dans ces cases-là, plus, et on le multiplie par 6%. Par exemple, vous avez le total de votre revenu, c'est 10 000 $.
Donc, le total de ces cases-là, c'est 10 000 $. Déduction pour travailleur égale 10 000 multiplié par 6%, mais le maximum, c'est 1190. D'accord? Donc, 6% de 10 000, c'est à peu près 600. Eh bien, c'est 600 que vous allez prendre. Si c'était, par exemple, 6 000, ben vous allez prendre juste 1190. Vous ne pouvez pas prendre 6 000. Si par exemple 1185, vous allez prendre uniquement 1185. Le maximum, c'est 1190, de toutes les manières. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment on calcule cette grille-là? Donc, ça, c'est déduction pour travailleur. Il y a déduction pour régime de pension agréé. Vous allez prendre le montant qui se trouve dans la case 205 et vous allez le mettre ici. La case D, pardon, la case D de relevé 1, vous allez le mettre dans la case 205. Vous avez dépenses d'emploi et déductions liées à l'emploi. Dépenses d'emploi et déductions liées à l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne deux exemples. Admettons, je suis un mécanicien. J'ai acheté des outils, j'ai acheté blousons, j'ai acheté des chaussures de sécurité, etc. J'ai acheté des outils pour travailler. Et mon employeur, elle est OK, elle est d'accord. Pour mettre le total de ces dépenses que j'ai achetées pour exercer mes tâches, pour réaliser mes tâches, accomplir mes tâches, pour les mettre ici, il faut remplir un formulaire. Ce formulaire-là, dépenses d'emploi, ce formulaire doit être validé par l'employeur. D'accord? Doit être validé par l'employeur. Deuxième cas, nous les enseignants à distance, nous travaillons ce qu'on appelle, nous faisons le télétravail. D'accord? Donc, chacun, il a des dépenses, il est chez lui ou il a loué un bureau parce qu'il n'a pas assez d'espace à la maison pour enseigner, ben, il a loué. Il doit déclarer les dépenses. Donc, les dépenses engagées dans sa mission d'enseigner ou bien de travailler à distance dans d'autres secteurs. Moi, je parle de secteur d'enseignement que je connais. Il y a deux options. Soit vous allez prendre un montant forfaitaire. D'accord? Forfaitaire. 2 $ par jour. Maximum 200 jours. Ça veut dire 400 $. Ou bien, vous allez utiliser l'autre choix, c'est que vous allez mettre toutes les dépenses. Il y a un formulaire à remplir et le formulaire doit être validé par l'employeur, par le collège, par exemple. D'accord? Mais la majorité ne veut pas se casser la tête, ils mettent 400 $. Ça, c'est ce qu'on appelle dépenses et déductions liées à l'emploi. Si on va aller à la case 207, à la ligne 207 dans le guide, qu'est-ce qu'on va voir? 207, ce ne sera pas long. « 207. Voilà. Dépenses d'emploi et déductions liées à l'emploi. Dépenses comme travailleur forestier, etc. Nous allons trouver déduction pour achat d'outils, dépenses relatives au télétravail. D'accord? Déduction pour frais judiciaires, par exemple, vous avez un problème concernant le travail avec votre employeur, il y avait des frais judiciaires engagés, donc vous allez la prendre en considération, etc. Donc, il y a pas mal de dépenses qui sont reliées à l'option. On va aller directement à la case 10. Vous voyez ici, si vous avez effectué du télétravail en raison de la crise liée à la COVID-19, vous pourriez avoir droit à une déduction pour certaines de vos dépenses. Le formulaire qu'il faut joindre, c'est le formulaire TP59.S. OK? On retourne et on revient aux autres
déductions. Il y a déduction pour pension alimentaire payée. Pension alimentaire payée, vous payez une alimentation, une pension alimentaire, il y a des conditions. Il faut que vous ayez un accord signé, écrit entre le payeur et la personne bénéficiaire, ou bien une ordonnance du tribunal. En plus de ça, il faut que le payeur, il faut qu'il paye toutes les pensions alimentaires de l'enfant des années antérieures ainsi que l'année en question, l'année d'imposition qu'on est en train de préparer. Ces conditions-là sont très importantes. Il faut qu'ils soient tous, toutes ces conditions-là, il faut qu'ils soient remplies. Donc, il faut avoir un accord écrit ou bien ordonnance tribunal et il faut que la pension alimentaire pour enfants soit payée sans retard durant les années. Il n'y a aucun impayé, il n'y a pas d'impayé concernant les années antérieures et l'année d'imposition. D'accord? Il y a aussi les frais financiers et frais d'intérêt. Il y a des déductions pour les gens qui vivent dans des régions et des zones très, très, très éloignées. Il y a un formulaire à remplir, le TP 350.1. Il y a déduction pour cotisation au régime de retraite du Québec, régime de pension Canada ou bien RQAP. Ici, nous avons le code. Est-ce que c'est pour salariés ou bien pour travailleurs autonomes? D'accord? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la cotisation pour salariés, on prend la cotisation uniquement RRQ ou bien RPC. On ne prend pas RQAP. Par contre, travailleur autonome, il prend, s'il est au Québec, il prend RRQ et RQAP. S'il n'est pas au Québec, il prend juste RPC. Moi, je parle du Québec. On prend le RRQ payé, on multiplie ça par 0,05263. On prend le salaire admissible moins l'exemption de 3 500 multiplié par 0,30% et on prend le montant le moins élevé. Où on trouve ça? C'est dans la grille. Voilà la grille. On va chercher. Je vais vous montrer la grille. Elle est là. Vous voyez? Donc, déduction pour cotisation RRQ pour un revenu d'emploi. Il y a une autre pour travailleur autonome, je crois. C'est quelle case? Quelle case? Attendez. Voilà, pour travailleur autonome, c'est ça. D'accord? Donc, RRQ, donc RQAP et RPC, c'est cotise en RPC. Donc, pour ce qui est RRQ, qu'est-ce qu'on fait? On prend la cotisation qu'on a payée durant l'année d'imposition, multiplié par ce chiffre-là, 0,0, etc. Et après, qu'est-ce qu'on prend? On prend le salaire admissible au RRQ qui se trouve dans la case. Attendez, je vais vous mettre la case. La case. Voilà, il est là, la case J. D'accord? La case J, on va la mettre ici, moins l'exemption annuelle qui est 3 500, multiplié par 0,30%. Donc, nous avons ici un montant dans la case 2 et un montant dans la classe 6. On prend le moins élevé de ces deux-là. D'accord? On prend le moins élevé de ces deux-là. Je reviens ici. D'autres déductions. Autre déduction, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve? On va aller dans la ligne de 150 dans le guide. De 150, ce ne sera pas long. Nous avons les plus utilisés. Attendez.
Si, par exemple, vous avez remboursé des prestations, programmes sociaux, par exemple, pour les gens qui ont reçu un trop sur l'assistance sociale, bah, on utilise le code 03 pour les déductions. Et aussi, en ce qui concerne les montants transférés derrière des conjoints, frais judiciaires, d'étalement, mais généralement, en déduction, on va aller dans la 17, c'est là où il y a pas mal de 17, remboursement, police. Ouais. Donc, si je retourne ici, addition, total déduction, voilà. Ça, c'est le total des déductions. Si on a, ça, je n'ai jamais reçu des cas d'ajustement des frais de placement, etc. Et après, vous aurez le revenu net, le total du revenu net, c'est-à-dire revenu total moins les déductions, ça donne revenu net. Pour calculer le revenu imposable, il y a quelques déductions et rajustements. Par exemple, prestation universelle pour garde d'enfants, ça c'est, on ne donne plus cette prestation universelle, sauf pour les familles qui n'ont pas encore encaissé. Il y a les pertes des années antérieures, c'est parce que la perte est toujours reportable. Déduction pour gain en capital, etc. Donc ça, on va voir le détail quand on va faire des cas et aller chercher dans le guide qu'est-ce qu'on dit. Et maintenant, ça arrive, les crédits d'impôt non remboursables. Je vais vous montrer les crédits d'impôt non remboursables, ce ne sera pas long. Crédits d'impôt non remboursables. Voilà. Voici les crédits d'impôt non remboursables et remboursables. D'accord? Donc, pour le Québec, par exemple, ce sera pas long. Montant accordé en raison de l'âge aux personnes vivant seules. Montant pour déficience grave et prolongée. Montant pour enfants qui sont aux études postsecondaires, c'est le transfert. Les intérêts payés sur un prêt étudiant. Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région. Donc, vous vous êtes soigné dans une autre ville, loin de votre ville. Donc, toutes les dépenses, hôtel, ambulance, déplacement, etc., ça rentre comme crédit d'impôt non remboursable. Les frais médicaux, il ne faut pas que ça dépasse 3% du revenu net total. Crédit pour impôt étranger, si vous avez payé un impôt à l'étranger. Crédit d'impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du Québec. Crédit d'impôt pour les dons. Donc, les dons, on les calcule dans la grille. Il y a une autre grille. Vous voyez, vous avez vu les différentes grilles. Donc, il y a une grille consacrée aussi aux contributions aux partis politiques et aussi aux dons. Crédit d'impôt pour les frais de scolarité ou d'examen. Ici, il y a deux cas. Il y a deux cas. Si vous avez des frais de scolarité concernant des années avant 2013, le taux de crédit d'impôt non remboursable à prendre de ces montants-là, c'est 20%. D'accord? C'est 20%. Par exemple, le total des frais de scolarité des années antérieures avant 2013, c'est 1 000 $. Donc, le crédit d'impôt remboursable égale 1 000 $ multiplié par 20%, qui est de 100 $. Mais si le crédit d'impôt, si les frais de scolarité concernent des études qui ont été faites après 2013, le crédit d'impôt non remboursable, c'est 8% et non pas 20%. D'accord? Bon,
crédit d'impôt pour dividendes, crédit d'impôt pour autres personnes à charge. Moi, je suis en train de vous dire tous les crédits d'impôt qui existent au Québec. Mais généralement, vous n'allez pas les voir dans votre vie pratique, tous ces crédits d'impôt-là. Non. Crédit d'impôt pour cotisation syndicale, professionnelle ou autre. Ici, au Québec, on prend uniquement 10%. Au fédéral, à 100%. D'accord? Si vous avez cotisé en tant que salarié au syndicat ou bien dans une autre organisation qui réglemente les professions, ordre des ingénieurs, collège des médecins, barreau des avocats, etc., ben, au Québec, il vous donne juste le droit de prendre 10% du montant payé. Nous avons aussi crédit d'impôt pour les gens volontaires de sauvetage, jamais rencontré ça. Crédit d'impôt prolongation de carrière, ça c'est pour les gens qui sont à la retraite et qui veulent rester. Et nous avons besoin de ces gens-là pour partager et transférer leur savoir aux jeunes. Donc, on leur donne un crédit d'impôt avec des conditions. Crédit d'impôt pour achat d'une habitation. Crédit d'impôt pour achat d'une habitation, combien on vous donne? On vous donne généralement maximum le crédit d'impôt remboursable, le montant remboursable. Vous prenez 15% de 5 000 $. Si vous avez acheté un chalet à 2 milliards de dollars, le crédit d'impôt non remboursable, c'est 5 000 et vous prenez uniquement 15%. D'accord? Donc, ce qui est 750 $. Crédit d'impôt pour frais médicaux, crédit d'impôt pour déclaration des pourboires. Ça, c'est pour les sociétés en personne ou bien travailleurs autonomes qui emploient des gens qui sont payés fixes et pourboires. Si vous déclarez des pourboires, etc., vous aurez un crédit d'impôt. C'est pour encourager les employeurs à déclarer des pourboires de leurs salariés. Crédit d'impôt pour chauffeurs ou propriétaires taxés, je crois que c'est 595 $. C'est ça le crédit d'impôt, avec des conditions, bien sûr. Crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité. Il y a un crédit d'impôt, si on va le voir. Ces crédits-là, attendez, j'ai terminé tout à l'heure, crédit d'impôt non remboursable qui est achat d'une habitation. Le reste, crédit d'impôt pour frais médicaux bien spécifié. Crédit d'impôt pour boire, c'est des remboursables. Vous allez recevoir, OK? Crédit d'impôt pour chauffeur, c'est remboursable. C'est un impôt un montant que vous allez recevoir. Crédit d'impôt frais d'adoption d'enfants. Maximum, c'est 10 000 $ par enfant. Donc, on vous donne maximum 20% et le crédit d'impôt, c'est juste 50%, qui est 10 000 multiplié par 15%. C'est remboursable. Crédit d'impôt pour athlète de haut niveau. Si vous êtes désigné comme athlète de haut niveau par le ministère de l'Éducation, eh ben, vous aurez un crédit d'impôt que vous allez recevoir. Nous avons aussi crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, les gens qui ont leurs enfants à la garderie, qu'ils soient subventionnés ou non subventionnés. Mais la majorité qui reçoivent une somme importante, c'est les personnes qui mettent leurs enfants dans des garderies non subventionnées, privées. Et ils peuvent demander le remboursement par anticipation avant la fin de l'année d'imposition. À la fin de l'année, ils vont recevoir le relevé 19 dans lequel on va vous dire, écoutez, voilà combien vous avez reçu comme crédit d'impôt remboursable d'avance. Allez-y remplir l'annexe C et on va voir est-ce qu'on va vous ajouter ou bien vous allez nous rembourser quelque chose. Il y a aussi crédit d'impôt pour maintenir une personne âgée à domicile. Il y a aussi des conditions. Il y a le crédit d'impôt relatif à la prime de travail, c'est pour aider les gens à rester sur le marché du travail. Et si jamais ils sont restés sur le marché du travail, mais le revenu
est diminué, ou bien à diminuer pour les compenser, on leur donne ce qu'on a un crédit d'impôt qu'on appelle remboursable, qu'on appelle crédit d'impôt bouclier fiscal. Il y a aussi crédit d'impôt pour activité des enfants, activité physique, artistique, culturelle, etc. Mais il y a des conditions, d'accord? Parmi ces conditions, c'est $500 par enfant. Le crédit d'impôt, c'est 20%, donc c'est $100. Si c'est handicapé, donc c'est $200. Voilà, crédit d'impôt pour personnes aidantes, etc. Donc, ça, c'est les crédits d'impôt remboursables, donc que je vous ai expliqué, non, remboursables et remboursables. Donc, vous allez les voir ici. Moi, je l'ai mis dans une seule page. Donc, tout ce que vous avez comme crédit d'impôt non remboursables, il y en a ceux qu'on va prendre uniquement 15%, il y en a ceux qu'on va prendre 20%, il y en a ceux qu'on va les prendre à partir des annexes. D'accord? À partir des annexes. Et le taux est déjà dans les annexes. Par exemple, si on prend les crédits d'impôt pour frais de scolarité, si on va aller à l'annexe T, nous allons voir qu'il y a pour les études faites avant 2013, le taux de crédit d'impôt non remboursable il est 20%, et le taux de crédit d'impôt non remboursable pour les études faites après 2013, c'est 8%. On prend le montant calculé et on va le mettre directement ici dans la ligne de 398. On ne peut pas appliquer deux taux, d'accord? C'est déjà fait. Et on a les crédits d'impôt non remboursables. Donc, on a calculé le revenu total moins des déductions. Ça nous a donné le revenu net moins quelques déductions et rajustements, ça nous a donné le revenu imposable. D'accord? Le revenu imposable. Nous avons ici les crédits d'impôt non remboursables. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut calculer maintenant l'impôt et les cotisations. D'accord? L'impôt et les cotisations. Où on va calculer l'impôt et les cotisations? C'est dans la grille. Regardez, on va aller dans 401, je crois. Oui, 401, grille de calcul de l'impôt. Ici, c'est la grille, c'est à peu près la même chose qu'on a vu, sauf qu'au fédéral, il y a 5 taux. Donc ici, on va mettre le revenu imposable qu'on a calculé, la ligne 299, et on va savoir où ici, dans quelle tranche il se situe, et on va appliquer le taux et le montant à déduire, et nous aurons l'impôt sur le revenu imposable. Impôt sur le revenu imposable. Je reviens et je le mets ici. D'accord? Ça, c'est le revenu, l'impôt sur le revenu imposable. Le revenu qu'on a calculé, je prends cet impôt-là, par exemple, $1000, moins la ligne 399, les crédits d'impôt non remboursables. Donc, impôt sur le revenu imposable calculé dans la grille 401, moins les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Moins autre crédit. Par exemple, les contributions aux partis politiques, crédit d'impôt, dividendes, etc. Et j'ajoute aussi les cotisations, regardez, dont on a parlé tout à l'heure, les cotisations pour travailleurs autonomes au régime québécois d'assurance parentale et aussi Retraite Québec. Et tout à l'heure, j'ai oublié les fonds
des services de santé aussi, il faut qu'ils cotisent. Et aussi l'annexe K concernant le régime d'assurance médicaments du Québec si le revenu net total, le revenu familial dépasse 27 010 $, ou bien si les célibataires dépassent 16 660 $. J'ai aussi droit d'immatriculation. Droit d'immatriculation annuel aussi, c'est une cotisation. Donc, j'ai impôt sur le revenu imposable moins les crédits d'impôt non remboursables, ça me donne l'impôt net à payer plus les cotisations. Et droit d'immatriculation pour travailleurs autonomes, et cotisation RRQ, travailleur autonome, cotisation RQAP, travailleur autonome, cotisation Fonds des services de santé. C'est un fonds qui sert à financer le secteur de la santé. Il y a des taux. Et aussi la RAMQ, cotisation à la RAMQ, si le revenu net familial dépasse 27 010 $, et si célibataire, si ça dépasse 16 660. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut payer. Impôt, c'est-à-dire qu'on a calculé dans la grille numéro 401, plus ces cotisations-là. Et après, ça va venir autre chose. Il y a l'impôt qu'on a payé. L'impôt sur le revenu qu'on a payé durant l'imposition. Et ne sera, bien sûr, au moment où ils ont calculé, supposons on a 0 dans 450. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais recevoir l'impôt que j'ai payé. Ça veut dire que quand j'étais salarié, dans la ligne d'imposition, j'ai payé par exemple 3 000 $ comme impôt au Québec. Mais maintenant, puisqu'on a pris en considération les crédits d'impôt non remboursables, etc., donc ils doivent me rembourser des 3 000 que j'ai payés. D'accord? C'est ce qu'on va mettre dans 451. Et aussi, on va me rembourser s'il y a des cotisations en trop dans Retraite Québec ou bien RQAP. Et aussi, s'il y a un remboursement pour les frais de garde, je vais les recevoir. Je vais recevoir aussi les primes de travail, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est tout ce qui est dans cette partie-là, c'est tous les remboursements. D'accord? Tous les remboursements. Mais attention, si vous avez 0 ici dans 450, le total de ces colonnes-là, la ligne 470, c'est remboursement. Mais si vous avez, par exemple, dans impôt et cotisation, par exemple, j'ai 1 000 $. D'accord? Et dans le total de 470, j'ai 1 200 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, je dois payer au gouvernement du Québec 1 000 $ constitués d'impôts sur le revenu imposable plus les cotisations, moins ce que je dois recevoir, 1 200. Donc, j'aurai un remboursement de 200 $. D'accord? J'ai un remboursement de 200 $. Je donne un autre exemple. Admettons si j'ai 0. Et le total de ces montants-là, par exemple, ici, là, j'ai trouvé 1 200. Donc, je vais recevoir 1 200. D'accord? Je vais recevoir 1 200 parce que l'État, moi, je ne dois rien à l'État, c'est 0, et l'État me doit 1 200. Admettons, j'ai trouvé ici 1 200. D'accord? Et ici, 1 200. Donc, il n'y a rien à recevoir. Donc, rien. Ni remboursement, ni solde à payer. Admettons, j'ai trouvé ici 1 202. 1 202. Et ici, je dois recevoir 1 200 et à l'État, je dois payer 1 202. La différence, c'est quoi? C'est 2 $. D'accord? Solde à payer 2 $.
Maintenant, j'ai ici $1,50. Ici, j'ai 1200. L'État, qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous avez un solde à payer moins de $2, ben, je n'envoyais rien, c'est zéro. D'accord? C'est zéro. Voilà, donc je viens de terminer, comment dirais-je, le formulaire, etc. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?